Bonjour et bienvenue sur la maïeutique. Dans les études de nos instincts et de nos comportements, on observe des phénomènes étonnants, notamment concernant la psychopathie. Selon les études, environ 1% de la population générale présente des traits de la psychopathie. Ce chiffre peut sembler bas, mais il prend une toute autre dimension quand on considère qu'environ 20% des dirigeants d'entreprise ont des traits de la psychopathie. Et plus de 50% des personnes en détention ont des traits de la psychopathie. Bon, à première vue, cela peut paraître contre-intuitif. Tout d'abord, le fait qu'il y ait des psychopathes dans la population générale, même à un faible pourcentage, peut surprendre, parce que 1%, ça représente tout de même un nombre significatif par rapport à l'ensemble des personnes que vous rencontrez et que vous connaissez. Il n'est pas surprenant de trouver un pourcentage plus élevé parmi les personnes qui sont incarcérées, car les traits psychopathiques, tels que l'impulsion, le manque de morale, l'absence d'empathie peuvent mener à des comportements criminels. Ce qui semble moins évident, c'est pourquoi ces traits de la psychopathie sont surreprésentés dans les dirigeants d'entreprise. Il est aussi important de noter que les hommes sont plus souvent touchés par les traits psychopathiques que les femmes, ce qui se reflète aussi dans les positions de pouvoir et dans la population carcérale. Alors, déjà, il faut faire preuve de prudence dans le traitement et l'interprétation de ces données, car il n'existe pas de test unique pour diagnostiquer la psychopathie. Et on ne peut pas la diagnostiquer de manière catégorique, c'est pas oui ou non. Actuellement, les tests psychologiques existants évaluent plutôt une tendance vers la psychopathie. En fait, il y a une série de questions, et plus la personne montre un manque d'empathie, un côté manipulateur, et plus elle présente des traits de la psychopathie. Alors déjà, c'est quoi un psychopathe? Dans le langage courant, quand on parle de psychopathe, on pense à tueur en série. Il est évident que la plupart des tueurs en série présentent des traits psychopathiques. Mais il faut faire attention de ne pas généraliser. Tous les psychopathes ne sont pas des tueurs en série. Une personne présentant des traits de la psychopathie est quelqu'un qui ne pense pas aux autres. Il ne se préoccupe pas du bien des personnes qui l'entourent. Et il a tendance à utiliser les autres pour arriver à ses fins. Mais il faut bien comprendre que c'est un spectre, c'est une gradation. Ce n'est pas parce que quelqu'un manque de considération en claquant la porte des toilettes la nuit quand vous dormez, et donc en vous réveillant, que c'est un psychopathe. Plus les traits psychopathiques sont prononcés, plus la personne manque d'empathie et de scrupules. Elle prendra des décisions qui lui profitent au détriment de son entourage. Et elle n'hésitera pas à manipuler pour obtenir ce qu'elle veut. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la question suivante. Pourquoi retrouvons-nous une proportion plus élevée de personnes présentant des traits psychopathiques dans les postes à responsabilité? Je me base sur des études que j'ai déjà mentionnées dans une vidéo précédente et que vous pouvez retrouver en lien sous cette vidéo. Ce qui ressort de ces études, et c'est très important de le comprendre, dans la nature, au sein des groupes d'animaux qui fonctionnent avec une hiérarchie, qu'il s'agisse de différentes espèces, des poissons ou des singes, ou même de l'être humain, la progression sociale entraîne des modifications physiques, hormonales et comportementales. D'ailleurs, on entend souvent dire que quelqu'un qui a progressé socialement, il a bien changé. Ce n'est plus le même qu'avant. Ces observations ne sont pas simplement anecdotiques. Elles sont appuyées par des données scientifiques. Lorsque un individu passe d'un statut ordinaire dans le groupe à un statut dominant, son comportement change également. Tant qu'on est intégré dans un groupe, il est nécessaire de prendre en considération les autres, de travailler et d'interagir de manière collective. Mais une fois au sommet, lorsqu'on prend des décisions qui concernent tout le groupe, on doit reconsidérer les priorités. Ce qui était bon pour son voisin au sein du groupe n'est plus forcément bénéfique pour l'ensemble du système. Cette position de pouvoir peut amener à développer des comportements plus égoïstes, moins empathiques, qui ressemblent aux traits de la psychopathie. Alors, je vais prendre plusieurs exemples pour être plus clair et je vais commencer avec un exemple militaire. Imaginez-vous dans votre régiment, vous êtes tous solidaires les uns des autres. Vous savez que votre survie dépend de celle des autres. Vous allez donc adopter naturellement une attitude altruiste, partageant vos ressources, vos rations alimentaires, vos munitions et en veillant les uns sur les autres.
Vous vous préoccupez de la santé et du bien-être de vos compagnons. Vous vous assurez que chacun ait bien compris la mission. Bref, au sein du groupe, votre comportement est naturellement sociable et coopératif. Mais les généraux qui observent le champ de bataille de loin, avec des informations stratégiques que les soldats de terrain n'ont pas, ils fonctionnent différemment. Un exemple frappant de cette réalité s'est produit durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Anglais, grâce à Alan Turing, ont réussi à déchiffrer les messages allemands envoyés via la machine Enigma. Pour ne pas éveiller les soupçons des Allemands, les dirigeants britanniques ont pris des décisions douloureuses. Ils ont laissé des troupes alliées se faire massacrer, des flottes être bombardées et coulées, et des villages être rasés, afin de ne pas dévoiler qu'ils avaient percé le secret des messages. Certains diront que ces décisions douloureuses nous ont permis de gagner la guerre. C'est vrai, mais aujourd'hui, avec le recul de l'histoire, on le sait. Mais il est crucial de rappeler que ces décisions ont été prises à une époque où l'issue de la guerre était incertaine. À ce moment précis, ce que l'on savait par contre avec certitude, c'est que des vies auraient pu être sauvées. Bon, prenons un autre exemple plus récent. En 2015, une célèbre marque allemande a été prise en flagrant délit de truquer les chiffres sur la pollution de ses voitures. Ici, la tentation d'augmenter les profits a surpassé les préoccupations de santé publique et de protection de l'environnement, exposant des millions de personnes à des niveaux de pollution plus élevés que prévu. Plus récemment, en France, pendant la pandémie de Covid-19, la pénurie de respirateurs a forcé les autorités à rationner les ressources médicales, priorisant certains patients au détriment d'autres. Des décisions difficiles ont dû être prises sur qui recevrait les soins disponibles et qui ne les recevrait pas. Donc, si on fait un point de tous ces exemples, on voit que les décisions prises n'ont pas été guidées par des sentiments, mais par des calculs froids et rationnels, où l'empathie est clairement mise de côté, et les individus sont manipulés sans avoir toutes les informations. Dans ces situations, on trouve plusieurs traits caractéristiques des psychopathes. Alors, ces exemples sont extrêmes, c'est vrai, mais si on examine les décisions prises à un moindre niveau par un chef d'entreprise, on observe des dynamiques similaires. Les dirigeants doivent souvent prendre des décisions qui priorisent la rentabilité et l'efficacité, parfois au détriment des intérêts individuels. Par exemple, est-ce que l'on peut prendre le risque d'accorder une confiance aveugle sur le règlement d'une commande? La gestion de la masse salariale tient-elle compte des problématiques familiales de chaque employé? Ou est-elle strictement gérée en fonction du carnet de commandes et des objectifs financiers? En réfléchissant, on comprend que le bon fonctionnement d'une entreprise doit souvent naviguer entre des intérêts divergents. Ceux des salariés, ceux des dirigeants, ceux des fournisseurs, ceux des clients, et tout en maintenant la compétitivité de l'entreprise sur le marché. Donc ces décisions, bien que nécessaires, demandent une certaine distance émotionnelle et une capacité à faire abstraction des impacts humains immédiats. Ce sont des qualités que l'on retrouve chez des personnes ayant des traits de la psychopathie. Donc maintenant, nous pouvons nous interroger. Le comportement à adopter dans les postes à responsabilité doit-il forcément être celui d'une personne avec des traits psychopathiques? Alors c'est très difficile de connaître la réponse et je ne prétends pas la savoir. Mais nous pouvons nous appuyer sur le principe d'essai-erreur qu'a effectué la sélection naturelle pendant des centaines de milliers d'années. C'est un peu comme l'adage qui dit « apprendre des erreurs des autres est une manière d'acquérir de l'expérience sans le vivre soi-même ». Donc, en regardant l'évolution des espèces, on remarque qu'il y a eu presque toujours une structure pyramidale, en particulier pour diriger les groupes sociaux, surtout quand ils deviennent de plus en plus complexes. L'organisation hiérarchique a été inévitable dans l'histoire de l'évolution, indispensable pour gérer les conflits, organiser les tâches et structurer des activités vitales comme la défense ou la chasse. Donc ce qui ressort de l'évolution, c'est que les systèmes d'autorité descendante comme ceux que nous connaissons aujourd'hui se sont systématiquement imposés. Il est fort probable qu'au cours du temps, il y ait eu des mutations génétiques qui ont construit des situations égalitaires, que ce soit chez les humains ou chez les animaux,
Mais si ces modèles n'ont pas perduré jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas su s'imposer face aux structures hiérarchiques. Un point crucial à comprendre sur lequel je reviens, c'est que l'évolution des espèces a introduit des modifications physiques et hormonales chez les individus qui accèdent à des positions de leadership. Ces transformations incluent donc une augmentation du niveau de testostérone, une agressivité accrue et parfois une amélioration de la force physique. Ces changements soutiennent l'idée qu'un leader ne doit pas avoir le même niveau de compassion et d'empathie que lorsqu'il fait partie de la masse. En devenant chef, l'individu se transforme pour répondre aux exigences de son rôle, qui inclut souvent de prendre des décisions difficiles sans être freiné par l'émotion ou l'empathie. Alors, l'exemple que je vais vous donner ne peut pas être une généralité, mais il est suffisamment remarquable car il permet d'illustrer concrètement pourquoi certains profils dominent dans les postes à responsabilité. Donc j'ai la chance d'avoir la moitié de ma famille qui est fonctionnaire et l'autre moitié qui est commerçante. Cette situation est idéale pour comprendre les deux mondes et d'ailleurs cela explique pourquoi ces deux univers ont du mal à se comprendre. Donc suite à une situation familiale particulière, un membre de la famille fonctionnaire s'est retrouvé à devoir gérer un commerce. Et je peux vous dire que c'est fascinant et très formateur de l'entendre nous expliquer ses déboires du début. Donc il arrive, il voit que le bilan de l'entreprise est très positif depuis plusieurs années, il voit le comptable et il lui dit « Bon écoutez, c'est très simple, on va passer tous les employés à 1800 € net par mois. On ne va pas les laisser au SMIC ou les laisser en CDD, on va passer tout le monde en CDI, les gens veulent travailler, ils ont besoin de bon salaire, ils veulent la sécurité de l'emploi, ça va les motiver, c'est ce qu'il faut faire. » Alors heureusement, le comptable a eu la présence d'esprit de lui dire « Écoutez, je vous propose de faire une année d'exercice sans rien changer, pour que vous voyez le recul nécessaire qu'il faut, et ensuite on adaptera à N+1. » Donc heureusement, il accepte. Et durant l'année, il s'aperçoit que sa façon de gérer était en décalage total avec les réalités économiques et sociales de l'entreprise. Par exemple, à un moment, il propose à certains employés qui étaient en CDD de passer en CDI. Et il était très surpris quand la personne lui a répondu « Ah non, non, mais moi je ne compte pas faire ça toute ma vie, je reste le temps du contrat et après je cherche du travail ailleurs. » Un autre lui répond que s'il passe en CDI, il perd certains avantages et donc ça ne l'intéresse pas. Une autre fois, il propose à d'autres salariés de passer à temps complet. Et il était très surpris qu'on lui réponde que non, non, moi j'ai des activités extérieures donc je ne peux pas passer à temps complet. Une autre personne lui répond qu'elle a besoin de s'occuper de ses enfants. Et une autre personne avait dit qu'elle avait besoin d'y aller plus doucement que les autres. Bon, à un autre moment, il nous raconte qu'il doit recruter. Et partant d'un bon sentiment, il décide de donner sa chance à quelqu'un qui aurait du mal à trouver un travail. Il pense que cette personne lui sera reconnaissante et qu'en l'absence de diplôme, il pourra donc la former. Alors là aussi, ça ne s'est pas passé comme il l'avait prévu. Toutes ces stratégies étaient bienveillantes et altruistes, ouvertes d'esprit, et logiques dans leur conception. Mais elles n'ont jamais fonctionné durablement. À chaque fois, il a fallu revenir en arrière sur les décisions prises. Et il ne s'agit pas de quelques essais sur 3 ou 4 employés. C'était sur plusieurs centaines d'employés. Finalement, après quelques années d'essais, grâce à son ouverture d'esprit et à une entreprise solide, qui a pu encaisser ses erreurs stratégiques, il a su tirer des leçons de ses mauvaises expériences. Et à contre-cœur, il a adopté une gestion plus froide et plus pragmatique. Par exemple, au lieu de donner sa chance à n'importe qui en espérant une reconnaissance, il a choisi des personnes motivées, ayant fait leurs preuves soit par les diplômes ou par les années d'expérience. Il n'a plus proposé spontanément de passer de CDD en CDI, mais il a attendu que les personnes soient motivées et viennent lui en parler. Alors je rappelle quand même que le monde de l'entreprise, ce n'est pas celui des bisounours. À la fin du mois, quand il faut payer les fournisseurs, la TVA, l'URSSAF, les impôts, et que vous avez de l'argent dehors parce que vous avez fait confiance à vos clients qui ne vous ont pas réglé sur le moment, que les employés ne répondent pas aux attentes, vous avez toujours les créanciers qui ne sont pas aussi tolérants. Ce qu'il est essentiel de comprendre dans cet exemple, c'est que sur le plan théorique, les deux stratégies sont défendables. Donner sa chance à n'importe qui, ou la réserver à ceux qui le méritent, ces deux points de vue sont valables sur un plan idéologique. Mais le secret, c'est de passer l'épreuve de l'expérience.
pour déterminer laquelle des deux théories fonctionne réellement. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'on trouve naturellement des personnes avec des traits psychopathiques plus importants dans les postes à responsabilité. Les entreprises qui sont dirigées par des personnes trop dominées par l'empathie et les considérations personnelles ont souvent du mal à naviguer dans un environnement compétitif et impitoyable. Elles se montrent plus vulnérables aux manipulations et aux risques économiques mal évalués, et aux décisions difficiles qu'il faut parfois prendre pour maintenir l'entreprise à flot. Ces entreprises finissent souvent par faire faillite ou sont rachetées par des dirigeants plus calculateurs, moins altruistes et capables de prendre des décisions froides, mais nécessaires pour la survie de la structure. Donc pour conclure, bien que les comportements psychopathiques sont souvent perçus négativement, certains de ces traits, comme la prise de décision froide, l'absence d'empathie excessive et une approche calculatrice, sont parfois nécessaires pour diriger efficacement. Cela ne signifie pas que toutes les décisions prises sont éthiques, mais que dans un monde compétitif, ce profil peut apporter un avantage pour la survie d'une entreprise ou d'un groupe. Toutefois, il faut souligner que tout n'est pas noir ou blanc. Il faut bien évidemment trouver un équilibre. Il ne s'agit pas de promouvoir la psychopathie. Il faut juste reconnaître qu'un certain degré de détachement est parfois nécessaire. Le vrai défi, justement, c'est de trouver un équilibre entre pragmatisme et empathie. Alors en plus, il y a des leçons intéressantes à tirer de toutes ces expériences, quel que soit notre profil psychologique, et surtout justement quand on a un profil de bienveillance, d'empathie et d'altruisme. Il est intéressant, lorsque nous aspirons à occuper certains postes à responsabilité, de comprendre les enjeux personnels et éthiques auxquels nous allons être confrontés. Une personne naturellement empathique et altruiste devra être vigilante à ne pas se laisser emporter par un excès de bienveillance. Elle devra prendre conscience des ajustements psychologiques nécessaires pour remplir sa mission. Car le pragmatisme et la capacité à prendre des décisions froides et rationnelles ne lui sont pas forcément naturelles. Et à l'inverse, une personne ayant un penchant vers la psychopathie devra constamment se rappeler l'importance des enjeux humains et des conséquences de ses décisions sur autrui. On rappelle que même à la préhistoire, la sélection naturelle a façonné des comportements adaptés aux environnements, complexes et compétitifs. En un sens, les dirigeants modernes sont les produits de milliers d'années d'évolution sociale, où seuls les plus adaptés à la prise de décision cruciale ont pu maintenir leur statut. Bon, dernière petite lueur d'espoir, on va dire que même si la sélection naturelle a façonné ces modes de gestion des groupes d'individus, nous pouvons et nous devons explorer des moyens de gouvernance plus égalitaires. Cependant, il est crucial de ne pas se laisser séduire uniquement par des idées qui semblent intéressantes ou juste en théorie. Toute nouvelle approche doit impérativement passer l'épreuve de l'expérience pratique pour vérifier si elle est réellement applicable et efficace au-delà des simples idéologies. Merci et au revoir.